Bonne année à tous et à toutes. Vous le savez, à chaque début d'année, je fais un petit résumé de celle qui vient de s'écouler, 2015. On va attaquer donc une série de vidéos, les flops pour commencer, les pires films de l'année qui vient de s'écouler, les tops ensuite, ceux que je considère comme étant les meilleurs. Pour faire ces listes de façon à peu près honnête, il y avait plein de films que je voulais voir et que j'ai pas vu en fin de compte. Je les ai regroupés du coup dans une autre vidéo qui sera à côté, qui s'appellera les rattrapages, où je vais vous faire un petit peu ce que j'ai fait avec le 300e vlog que j'ai fait cette année. Je ferai plusieurs films en une vidéo et le plus vite possible, sans trop m'attarder, mais vraiment juste essayer de vous donner quelques informations sur ces films-là. Et puis on terminera avec un petit bilan et quelques attentes pour l'année à venir. Alors comme chaque année, quelques petites précautions, c'est un top, donc c'est personnel. C'est pas un jugement sur la qualité des films, c'est un jugement sur ceux que j'ai le plus aimé ou que j'ai le plus détesté. Ça ne regarde que moi, ça ne regarde pas la qualité intrinsèque des œuvres. J'essaye, grosso modo, mais c'est vraiment plus une question de goût, plus qu'une question de qualité. Secondo, je ne parle que des films que j'ai vus. Comme je vous l'ai dit, j'ai rattrapé une quarantaine de films pour faire ces listes-là. S'il y a un film que vous avez aimé et qui n'est pas dans mes classements, soit je ne l'ai pas aimé, soit je ne l'ai pas vu. Pas aimé dans le sens pas aimé autant que ceux que j'ai mis dans les tops. Soit je ne l'ai pas vu, et à ce moment-là, oui, effectivement, si je l'avais vu, peut-être que mon top serait différent, mais j'ai 400 autres films à revoir dans l'année si je veux me faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est uniquement la liste de ceux que moi j'ai vus et le classement de ce que moi j'en ai pensé. Attaquons tout de suite avec les flops. Numéro 10. Alors, en 10e position de ce flop, quelque chose qui ne s'était jamais produit, j'ai une égalité. Une égalité pourquoi ? Parce que les deux films qui sont là sont presque là par défaut. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être là tellement je les ai pas aimés, mais d'un autre côté, j'arrive pas à les classer vraiment dans ce que j'ai vraiment détesté de l'année ou dans les plus pourris. On va dire qu'ils gagnent par défaut presque. Ou qu'ils perdent par défaut. Le premier, c'est Lost River, le film réalisé par Ryan Gosling, que j'ai tellement pas supporté que j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Je ne peux pas juger de la qualité du film, c'est pour ça que je peux pas dire c'est le 10e, ou c'est le premier, c'est le film que j'ai le plus détesté, etc. J'aurais dû le mettre en premier si je devais juste suivre mes émotions, mais je l'ai pas vu jusqu'au bout. Donc, par honnêteté intellectuelle, simplement, je peux pas dire c'est le pire film de l'année. Parce que c'est principalement une question de goût, le reste du film est plutôt esthétique, plutôt bien réalisé. Le problème c'est que on voit très très bien toutes les inspirations, elles vont pas ensemble, et l'ensemble fait quelque chose qui est une accumulation de tout ce que j'aime pas. C'est un mélange de Vinaigrette avec que j'aime pas, avec du Lynch que j'aime beaucoup mais qui là est mal fait, enfin bref. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur celui-ci, mais je peux pas en dire clairement que c'est le plus mauvais de l'année ou que c'est le 10e plus mauvais, quoi que ce soit. Un autre film qui est un peu dans cette catégorie, c'est Toute première fois. D'habitude, j'ai beaucoup de mal avec ces films qui font quelque chose que j'aime pas avec l'homosexualité. Pour ce qui est de celui-ci, je suis assez content de moi parce que j'ai senti que le film me plaisait pas, évidemment, mais en même temps j'ai senti qu'il y avait un truc qui était pas foncièrement mauvais. C'est-à-dire que j'ai senti que c'était pas quelque chose qui était méchant, c'est pas quelque chose d'homophobe. C'est ça le truc. Et j'ai dit très clairement dans le vlog que j'avais fait à ce moment-là, j'aimerais bien parler avec les réalisateurs parce que je pense qu'ils se sont gourés, surtout, qu'ils avaient une envie et qu'ils l'ont pas tenue. Et il se trouve qu'ils m'ont répondu. Un des deux réalisateurs m'a répondu sur Twitter en me disant, écoute, on est navré que tu l'aies pris comme ça, mais effectivement, on l'a pas du tout fait parce qu'on déteste les gays ou que ce soit. Enfin, c'est pas du tout l'idée qu'on voulait faire passer, bien au contraire. C'est donc un film que je rangerais dans la catégorie, tout simplement, des films ratés. C'est-à-dire qu'ils avaient une intention et qu'ils l'ont complètement perdue. Leur intention principale étant de faire un film, une comédie romantique plus moderne et plus ouverte sur la sexualité, terminer sur un film qui, en gros, explique que la bisexualité n'existe pas, parce que le personnage, quand il couche avec une nana, n'aime pas les deux, mais redevient hétérosexuel, donc c'est vraiment une conception totalement binaire de la sexualité, qui ne me convient pas tout à fait. C'est une accumulation de clichés assez dégueulasse. Alors peut-être pas tous les clichés les plus méchants qu'on ait pu voir, mais même s'ils sont innocents entre guillemets, même s'ils sont juste là pour faire rigoler, le fait qu'il y ait que ça fait que le total est assez malsain et assez désagréable en fait. Il y a une image qui est renvoyée de la communauté gay au global, de ce qu'elle pense, de ses sentiments, de tout ce qui concerne le mariage gay en lui-même, est vraiment traité par-dessus la jambe et comme si c'était un truc totalement inutile. Et non seulement c'est pas bon par rapport à l'intention de base, mais encore une fois, et c'était mon reproche aussi, c'était le premier film français qui était fait sur le mariage gay. Il y en a pas d'autres de prévu pour l'instant. J'en ai pas entendu parler. Le premier film qui sort sur le mariage gay depuis que le mariage gay existe. Et c'est une comédie vraiment très très maladroite, extrêmement maladroite au point d'en devenir insultante. Pas volontairement, mais maladroitement insultante.
et qui véhicule une mauvaise image, qui véhicule de fausses idées, des mauvais clichés, des choses dans ce genre-là, de tout un tas de choses qui, au final, en font quelque chose qui vraiment est, à mon avis, à des années-lumière de ce que les réalisateurs avaient en tête à la base, et de ce que les acteurs devaient avoir aussi à la base quand ils ont, en tête à la base quand ils ont fait le film. Vraiment, pour moi, c'est toutes les mauvaises décisions, ils les ont prises, quoi. Presque. Donc voilà, ce qui leur vaut cette 10e place ex aequo et sans réelle conviction. Je suis pas vraiment en train de crier haro sur le baudet. C'est vraiment une bonne vieille expression, ça. C'est vraiment juste, voilà, je les ai pas aimés, et en même temps, je peux pas leur taper dessus non plus parce que pour l'un, c'est vraiment une question de goût, et pour l'autre, c'est vraiment une question de, travail raté. Hélas. Numéro 9. « 50 nuances de Grey » ou « 50 Shades of Grey », je crois que j'ai même pas vraiment besoin de développer. C'est une de mes vidéos qui a le plus marché en plus, donc vous devez déjà être au courant. Pour résumer de façon très basique, il y a rien dans ce film. Il y a même pas de SM dans ce film. Il y a pas de substance, il y a pas d'amour, il y a pas de relation, il y a aucune caractère. Enfin, il y a rien entre les personnages. C'est un vide abyssal entouré d'énormément de marketing et de gens qui sont dans une détresse sexuelle profonde. Si ça les excite. Je dis ça en déconnant, mais c'est pas très loin de la vérité. Je veux dire, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qui est censé être le SM, et j'en sais rien, je l'ai pas pratiqué, mais tous ceux qui font du SM ont dit que c'était une abomination et que le SM n'avait rien à voir avec ce qui était raconté dans ce bouquin. Et grosso modo, à part les mères de famille et les lectrices de yaoi sur internet, ça a pas excité grand monde, donc il y avait pas grand chose à faire là-dessus, quoi. On fait pas, il y avait pas assez de substance pour en faire quoi que ce soit d'intéressant. Et la réalisatrice a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Elle a essayé même de modifier la réplique de fin et tout ça. Mais comme cette année, il a été une grosse année de fanservice, donc il faut rien faire qui va déplaire aux fans du bouquin de base. Et l'auteur du bouquin d'origine, étant persuadé qu'elle a écrit une merveille, n'a pas voulu non plus qu'on modifie quoi que ce soit ce qu'elle avait écrit. Donc comment voulez-vous faire quelque chose de cohérent et de qualité avec des conditions pareilles? Ça pouvait pas mieux s'en sortir que ça, donc voilà, 50 Shades of Grey, c'est le truc inutile, un des trucs inutiles de l'année. Suivant, numéro 8. Alors en voilà un que je n'ai pas vlogué parce que j'étais pas disponible quand il est sorti en salle, et je le regrette un petit peu maintenant que je l'ai vu. Paranormal Activity 5. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent en plus. Qu'est-ce qui m'emmerde? Tout le film tourne sur le fait qu'il était fait en 3D cette fois-ci. Du fan footage fait en 3D. Pour moi, c'est vraiment le truc qui foire complètement tout le principe. Faire du fan footage en 3D, c'est vraiment l'idée la plus débile de l'année, quoi. Je sais même pas, parce que du coup je l'ai vu qu'en 2D, je sais même pas s'il y a qu'une caméra qui filmera en 3D, qui serait l'espèce de caméra de spiritisme qui est dans le film, ou si toutes les caméras sont en 3D, à ce moment-là, il y a vraiment juste aucune logique, juste on a mis des caméras 3D partout, quoi. Ce qui n'a pas de sens. Pareil pour le coup, alors c'est des personnages qui sont pas spécialement fans de vidéos ou quoi que ce soit, mais ils ont 5 ou 6 caméras pour faire la surveillance un peu partout. Truc assez étonnant, ils auraient pu utiliser des smartphones par exemple, ça aurait pu avoir un truc de qualité en plus. Et associé à cette 3D, les effets spéciaux. J'avais dit qu'il fallait que le dernier Paranormal Activity soit un truc un peu impressionnant. Le problème, c'est que faire de l'impressionnant en mettant des effets spéciaux comme ça à fond, ça marche pas, parce que tout l'intérêt de Paranormal Activity, c'est qu'on devait rien voir. C'est pour ça que c'est une saga qui divise autant les gens, c'est que c'était une saga qui te faisait peur avec ce que tu devais imaginer, et pas vraiment ce qu'on te montrait. On te montrait parfois des trucs qui te mettaient mal à l'aise, des trucs malsains, genre des vieux qui avancent avec leur gar-à-gar, avec une Vision sur la gueule, mais c'était beaucoup plus centré sur le principe de voir des trucs bouger et de pas comprendre ce qui se passait. Et je vais dire exactement en quoi c'est con, c'est que grâce à cette caméra spécifique qui filme les événements paranormaux, et qui les montre très clairement, c'est-à-dire que là, c'est plus un fantôme invisible, c'est qu'on voit la forme du démon qui les possède depuis le début, et ça retire tout. Parce que quand tu vois rien, faire bouger un lustre, c'est très bien. Mais quand tu le vois, alors pour le coup ils le font pas, mais ils auraient pu presque. Vous imaginez, alors ça ressemble à une espèce de pétrole en liquéfaction qui est constamment en train de couler en fait, une espèce de source de trucs noirs qui coulent par terre. Et vous imaginez ce truc-là, que du coup maintenant vous pouvez voir, en train de tendre le bras et de bouger le lustre en haut et de faire en faisant machin. C'est vraiment le truc qui retire toute crédibilité à l'idée du truc. Et qui retire toute l'horreur aussi. Parce que tout le principe c'est qu'on savait jamais où était ce fantôme, on savait jamais à quel moment le personnage pouvait être attaqué. Là maintenant tu le vois clairement se déplacer devant toi.
C'est un peu emmerdant quand même, surtout sur une saga qui a toujours été basée là-dessus. Encore une fois, moi je leur dis, ce qu'il fallait pour moi, pour Paranormal Activity 5, pour le finir correctement, c'était finir avec un truc qui soit grandiose, non pas par la personne qui est utilisée, par le personnage principal, mais par les événements qui se passent. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'allait pas juste faire une personne qui allait se faire hanter, on allait faire un truc où c'était l'accomplissement de la quête de ce démon, et arriver à une espèce de truc mondial où les enfers débarquent, et où on avait plein de gens qui filmaient avec leur smartphone, ou un truc dans ce genre-là, peut-être même faire un film qui est plus en fan footage pour finir le truc, mais donner quelque chose de cohérent. Là, alors en plus, au niveau scénario, alors on nous explique enfin ce que voulait le démon. Je n'arrive jamais à comprendre cette raison. Je vais pas aller dans une section spoiler, mais cette raison n'a jamais de sens, parce que c'est clairement moins cool pour eux que comment expliquer ça. Et vraiment au niveau du reste, tout est inutile. C'est-à-dire que on est dans une maison avec donc les parents et la petite. Il y a deux personnages en plus. Il y a le frère du personnage principal qui s'appelle Mike, et que j'appelle Moustache, parce qu'il a une moustache, c'est son signe distinctif. Et il y a une blonde qui est la pote de la femme de la mère du couple, qui est venue là pour faire des trucs feng shui ou je sais pas trop quoi. Et à chaque moment, je me demandais, mais à quel moment est-ce qu'ils vont servir à quelque chose? Parce que soit ils vont crever d'une façon particulière, soit ils vont servir à apporter quelque chose dans l'histoire. La blonde sera, je sais pas, un agent double, un truc dans ce genre-là, pour la secte. Et en fait, que dalle. Et je vous le dis vraiment, c'est presque un spoiler, mais ces personnages ne servent à rien. Et ne serviront jamais à rien dans le film. Même les parents ne servent pas tous les deux. Très souvent dans le film, il y en a un qui est dans le truc, le deuxième qui arrive après, enfin ils échangent, et ils sont rarement vraiment tous les deux ensemble, c'est souvent de l'alternance, mais vraiment il y en a qu'un des deux qui au final va vraiment servir à quelque chose et qui va avoir une fin, un accomplissement à la fin du truc. Donc une aberration totale au niveau histoire également, parce que la plupart des trucs sont totalement inutiles et n'amènent à rien. Le film avance très très vite, contrairement aux autres qui mettaient plus de temps à s'installer. Ça devient normal parce que maintenant on sait exactement ce qui se passe, mais d'un autre côté on a encore plus de mal à s'attacher aux personnages qui ne servent à rien et qu'en plus on voit pas suffisamment longtemps parce que les scènes passent très très vite. Techniquement, je trouve aussi que c'est pas bon. Alors, j'aurais vraiment voulu le voir en 3D, parce que peut-être que tous ces effets vus en 3D aurait eu quelque chose d'intéressant, qui permettait de plus rentrer dans le film, mais grosso modo, j'ai pas l'impression, je pense que c'est plus casse-gueule qu'autre chose. Ce qui est vraiment emmerdant, c'est que bon, déjà, on sait pas pourquoi ils ont beaucoup de caméras, ça fait beaucoup de styles de caméras différents, mais en plus, techniquement, c'est pas bon. Enfin, il y a des plans qui sont tellement larges, mais il y a tellement de choses qui se passent dans l'image qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a le plan salon, par exemple. Il y a un sapin qui est en train de briller avec ses guirlandes, donc on a ce truc qui nous attire le regard parce que la lumière bouge, ça change la lumière dans toute la pièce, et la pièce est tellement grande, il y a 3 entrées différentes. Il y a un étage au-dessus, il y a une porte de ce côté-là, juste à côté il y a la sortie de la cuisine, puis après il y a un couloir qui mène à je sais pas trop quoi, et il y a un autre couloir de l'autre côté. Il y a 7 points à surveiller dans l'image. Comment voulez-vous savoir où porter le regard, où faire le machin? En gros, quand vous allez repérer le truc, c'est au moment où il va disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir un cut et vous allez vous dire: ah, il y avait la gamine qui était assise derrière la rambarde au-dessus, je l'avais pas vu. Et oui, je l'avais pas vu, quoi. C'est ça qui est emmerdant. Le plan est très très mal foutu à ce niveau-là. Et techniquement, c'est une aberration. Au-delà de la 3D elle-même, la caméra VHS qui filme en 16:9, bien évidemment, mais en Full HD, sur laquelle on peut zoomer sur une image de VHS. C'est du 320 par 240 la VHS. En principe, si ma mémoire est bonne. C'est un truc très très bizarre la VHS, mais ça a pas cette qualité-là, pas du tout, pas une seule seconde. Encore dans le 3, on pouvait dire que ça passait parce qu'on voyait que cette image-là, mais là en plus cette image-là est mise en rapport avec d'autres images de caméras modernes, donc on voit très clairement qu'il y a un truc qui ne va pas du tout entre les caméras. La VHS, c'est juste un espèce de filtre dégueulasse avec des lignes dessus. Au début, ils mettent des effets pour cradosser l'image, ils font en sorte que les lumières fassent des ombres étranges ou courent sur le truc, mais on voit très bien que c'est des effets rajoutés et que c'est pas l'image qui est mauvaise à la base. L'effet sur les lumières, par exemple, il y a un plan, on voit très bien qu'il y a que les lumières qui prennent cet effet, et non pas tout ce qui est lumineux dans l'image. Il y a d'autres choses que les lumières qui devraient agir comme ça le fait. Et au début, il y a quelques parasites, mais alors, une fois la moitié, le 3/4 du film atteint, il n'y a plus rien du tout pour vous faire comprendre que c'est une caméra VHS et que c'est de la bonne qualité. C'est la même image que tout le reste. Donc c'est quand même ultra emmerdant. Au niveau de l'horreur, contrairement à ses ancêtres, celui-ci joue à fond la carte des jumpscares, donc très emmerdant aussi, parce que c'était une série qui était assez intelligente pour ne pas y avoir recours, et là, ils le font à fond. Pour le reste, il y a quelques situations qui mettent l'attention, qui sont assez angoissantes, qui sont assez bien faites, qui sont plutôt pas mal. Mais en gros, c'est vraiment le film pour terminer l'histoire. On essaie de nous expliquer d'un seul coup tout le principe de la possession et tout le reste
tout sort au même moment, tout sort en même truc. Du coup, ça permet pas de s'attacher au personnage, ça permet pas de passer le temps vraiment sur le truc. Et les passages d'horreur sont pas oufissimes, quoi. Il y a rien d'extraordinaire, il y a pas de nouvelles peurs réelles, pas de trucs vraiment très très créatifs. Voilà, et beaucoup d'effets spéciaux qui, c'est vraiment le truc emmerdant, sortent complètement du film. À plusieurs points, alors ça rejoint le scénario et l'image. Il y a pas mal de moments où les personnages disent ah mais elle me croit pas, enfin genre le mari qui parle avec la femme, comme dans tous les Paranormal Activity, et la femme le croit pas, et le mec dit oh là là, ma femme me croit pas. Sauf que cette fois-ci, c'est pas juste vite fait une porte qui bouge, c'est pas un machin. Le premier truc paranormal qu'on voit, c'est une espèce de fumée étrange, une espèce de truc volumétrique qui flotte au milieu des pièces, des canapés, des machins. Et quand le mec passe sa caméra à l'intérieur, on a un espèce de vortex, mais c'est typiquement ça, je veux dire, la caméra rentre à l'intérieur, d'un seul coup on a l'image qui s'ouvre, enfin, comme s'il y avait un espèce de voile transparent, vous savez, genre je sais pas, les effets spéciaux qu'il y a dans Harry Potter, vous savez, qu'ils utilisent pour se cacher des maraudeurs dans les forêts. Là c'est vraiment le même truc, quoi. On a l'impression qu'on rentre dans un truc qui était invisible avant, et quand on rentre dedans, on a une espèce de plein de choses qui vous arrivent dans l'image, de petites déformations et de machin. Ça c'est juste le premier truc qu'on voit. Les autres sont au-delà de ça. Ne fais pas qu'en parler à ta femme, montre-lui la vidéo, et si en regardant la vidéo elle te croit pas, c'est que c'est une gogole. Je veux dire, on peut pas une seule seconde confondre ce qu'il y a dans ce film avec des bugs de caméra ou une caméra qui marcherait mal. Il y a clairement quelque chose de paranormal sur ces images, et tous les personnages, dès la première seconde, dès la première vidéo du truc, devraient être à fond dans le putain merde, il se passe un truc. Et en plus, ça aurait pu régler certains problèmes de scénario, parce que ça aurait pu permettre de faire avancer les trucs beaucoup plus vite, et de comprendre mieux les personnages, et de faire des trucs comme ça plus intéressants. Mais bon, là, ils le font pas du tout, mais c'est totalement incohérent parce que il y a certains passages du film où ils le font, où ils commencent à montrer les vidéos, et là, effectivement, le personnage, à chaque fois qu'il voit la vidéo, fait ah ouais, ça fait peur, ah ouais, c'est bizarre, ah ouais, c'est machin. Bah oui, quand tu montes la vidéo, ça marche mieux. Fais pas que en parler, mais quand on parle, joins l'image à la parole, et quand tu joins l'image, que le personnage te croit, quoi. Les images qui sont là-dedans sont impossibles à confondre avec des trucs qui simplement une caméra qui marche pas ou qui a un bug. Donc voilà, une incohérence assez globale. Je garde une certaine affection quand même, vite fait pour le truc. J'aime bien jusqu'où ça mène, mais j'aime pas ce qu'ils finissent par montrer au niveau des effets spéciaux. J'aime pas les personnages, j'aime pas l'histoire. Enfin, c'est vraiment le Paranormal Activity que j'aime le moins. Cela dit, non. Reste le 4 que je déteste le plus, parce que dans le 4, les personnages sont vraiment à tuer. Et dans le 5, non. Dans le 5, ça reste un peu plus vivable. Effectivement, vivable, supportable. Effectivement, la mère met du temps au début à être vraiment dans le truc, mais une fois qu'elle est dedans, et elle y va assez rapidement. Dans le 4, il y avait tout le truc des parents, mais il fallait les tuer que depuis le début. Les mecs qui rentrent, le garage a été détruit, la voiture est en feu, le machin, là, c'est « Oh ma chérie, qu'est-ce que t'as encore fait? T'es sérieux ?» Enfin, puis avec la panique qu'elle a et tout le bordel, enfin vraiment non, je crois que vraiment le 4 je le déteste le plus, mais le 5 mérite d'être dans ce top quand même. Techniquement il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous allez voir que ça va revenir dans le top. Suivant, numéro 7. Alors là aussi je vais passer rapidement dessus. Love de Gaspard Noé. Principalement parce que pour moi c'est typiquement le genre de film où le cul n'apporte vraiment rien de plus à la mise en scène. J'ai pas aimé en plus cette façon de se mettre en martyr quand une association a voulu déclassifier le film moins de 16 ans et le mettre en moins de 18. Je trouve que ces classifications ont quand même pas mal de sens, et j'aime pas ce sexe totalement gratuit juste pour mettre du cul dans l'image, et c'est vraiment la sensation que ça donne, parce que soit c'était vraiment un truc inutile dès le début, soit c'est un problème de direction d'acteur ou de façon de voir un couple qui passe bien. Parce que pour moi, les scènes de sexe entre les deux personnages principaux, le couple principal, ne révèlent absolument aucune passion, aucun amour enflammé, aucun sexe extraordinaire, ou je sais pas trop quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste filmer du cul, du sexe triste, comme dans la plupart des films d'auteurs françaises, et c'est toujours comme ça que je l'appelle. Et en plus, le film est très très long. Il y a vraiment un effet, j'avais parlé d'effet Seigneur des Anneaux, le film pourrait s'arrêter à plusieurs reprises. Enfin, il y a vraiment beaucoup de scènes où je me suis dit, ah, si ça se finit là, il y a un ensemble qui est cohérent, il y a une belle boucle, il y a un truc sympa, ce serait bien que ça finisse là. Et ça finit pas là. Et ça finit pas à la scène d'après non plus, et ça finit pas à la scène d'après non plus, et ça finit pas à la scène d'après non plus, ça finit au moins 5 ou 6 scènes après ça. Et ces 5 ou 6 dernières scènes sont toutes inutiles, et c'est que des redites ou des choses qu'on avait déjà parfaitement compris en voyant les scènes d'avant. Donc ces scènes-là n'avaient absolument rien à faire dedans.
enfin à ajouter en étant là en plus. Donc voilà, enfin moi Love je suis pas du tout fan, j'ai pas vraiment apprécié et je considère que c'était pas très utile. Quelque chose qui m'a fait un petit peu rigoler, en même temps interpeller, en même temps réfléchir, enfin ce genre de situation un peu étrange. La vie d'Adèle. D'Abdel Latif Kechiche vient de se faire lui aussi alpaguer par l'association qui avait intenté un procès pour faire réviser la classification de Love. C'est pas un procès d'ailleurs, mais en tout cas c'est une demande concrète. Et contrairement à Gaspard Noé, Kechiche a dit moi je trouve ça normal. Il se trouve que son film La vie d'Adèle, lui, était autorisé à partir de 12 ans. Et que là, il demande à le mettre en moins de 16 ou moins de 18, un truc dans ce genre-là. Et Kechiche, voyant ça, a dit, écoutez, moi je suis pas contre, parce que sur le principe, je montrerai pas ce film à mes enfants qui ont moins de 16 ans. Et je voudrais pas que mes enfants tombent là-dessus. Pour moi, c'est un film sur l'amour en général, mais c'est beaucoup plus destiné aux adultes qu'aux adolescents, ou en tout cas aux fins d'adolescents plus qu'aux jeunes adolescents. Et lui juge que ce serait pas forcément très bon de mettre des enfants de 12 à 16 ans, des ados de 12 à 16 ans devant La vie d'Adèle. Ce que je trouve plutôt cohérent et plutôt intéressant, ça montre qu'il y a une vraie responsabilité par rapport à la façon de traiter son film, qui mériterait son 16 ans, parce que contrairement à Love, il n'y a pas de trucs particulièrement graphiques, ça reste en surface. Filmer des sexes féminins, ça s'est toujours fait dans le cinéma depuis des années, on n'a pas interdit les films au moins de 16 ou 12 ans pour ça. On voit pas de pénétration, on voit pas de choses, enfin voilà, c'est pas du porno, c'est principalement de l'érotique très très concret, mais c'est pas du porno dans La vie d'Adèle. Donc voilà, je trouve qu'il y a deux façons de gérer le truc qui sont assez intéressantes à comparer. Mais je vais pas rester des heures dessus, c'est aussi un peu plus une question de goût qu'une question de qualité technique. La 3D était bonne dans Love, par exemple, pour attraper le film. Passons à la suite. Numéro 6. The Smell of Us, de Larry Clark. Larry Clark, en principe, c'est un réalisateur que j'apprécie pas mal. Le premier film de lui que j'avais vu, c'était Bully, et ensuite j'avais enchaîné avec le reste de sa filmographie. C'est pas forcément le genre de filmographie qu'il faut regarder quand on va pas bien, par exemple, parce que c'est très malsain et c'est très sombre, très glauque. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Pourtant, Smell of Us, c'est son premier film français, donc ça aurait pu être l'occasion d'un renouveau, et c'est en grande partie pour ça qu'il se trouve dans Stop. C'est que c'est le film classique de Larry Clark, c'est-à-dire des errances d'adolescents complètement paumés, avec son suicide, ses scènes de cul, ses soirées entre ados, ses familles dépravées et ses skateurs à moitié à poil. C'est vraiment ça, c'est la formule Larry Clark, c'est ce qu'il y a dans quasiment tous ses films, c'est ce genre de truc, et il y a rien de neuf dans cette version tournée en France. C'est quand même gros, je veux dire, changer de lieu de tournage, ça devrait être quelque chose qui amène vraiment un renouveau dans le travail d'un réalisateur et dans ce genre-là. Il y a vraiment rien de différent dans son script, par exemple, mais dans sa façon de filmer non plus. Il y a rien de particulièrement original et de particulièrement intéressant à regarder dans ce film-là qui n'est pas déjà fait dans d'autres films, et qui en plus ici n'est pas fait jusqu'au bout, parce qu'apparemment le tournage s'est extrêmement mal passé, en particulier venant des acteurs, qui n'ont pas beaucoup apprécié ce que leur a fait faire Larry Clark pendant toute la durée du film. Sur quoi je suis pas très d'accord. Normalement, quand on tourne avec Larry Clark, on sait qui est Larry Clark et on sait dans quoi on s'engage, on sait qu'on va avoir le nez dans le cul d'un mec pendant toute une scène, mais on va le faire parce que c'est l'amour de l'art. Donc se barrer parce qu'au bout d'un moment on trouve que c'est un peu trop glauque, trop sexuel et qu'on n'est pas à l'aise, fallait le savoir avant, fallait lire le scénario, etc. Mais je peux comprendre que le mec ait pu aller un peu trop loin. Mais du coup, on sent que le film va nulle part, on sent qu'il y a pas vraiment de conclusion, pas vraiment de fin, que le film devient juste du coup un mec qui filme des jeunes. Alors peut-être que le film aurait pu être mieux s'il avait été jusqu'au bout. Là, ça semble vraiment c'est du remplissage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui sont pas très utiles, mais qui s'attardent pendant des heures et des heures sur du rien. Parfois des gens qui parlent, mais très souvent juste des gens qui chantent vite fait dans un coin, ou des gens qui sont en train de se défoncer, ou un truc dans ce genre-là. C'est un film qu'il a centré particulièrement sur les odeurs. Alors je sais pas pourquoi, parce que la France lui inspire les odeurs apparemment. Ce serait peut-être ça le côté le plus français du film, du Ken Loach, du Ken Loach. Ce serait peut-être ça le côté français du Larry Clark français. Ken Loach, pourquoi Ken Loach, Larry Clark? Et du coup, il passe son temps à filmer en gros plan des mecs qui se pissent dessus, et à filmer la tache de pisse, des coins de mur où des clodos ont été chiés, des trucs sales, pour qu'on ressente du coup l'odeur malsaine et nauséabonde qui se doit se dégager rien qu'en voyant l'image du truc et rien qu'en voyant le gros plan, ce qui est pas spécialement intéressant à regarder non plus.
et qui, encore une fois, le film n'a pas vraiment de propos, ça n'amène pas grand chose au final, cette histoire d'odeur et de tout ce qui s'ensuit, donc vraiment un gâchis pour moi profond, un manque d'inventivité totale. À la limite, le truc le plus nouveau qui est dans sa mise en scène, c'est que pour les scènes de cul plus explicites, pour les censurer entre guillemets, il a utilisé des images où les données sont endommagées. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà vu ça, une vidéo où les données, où il manque une partie des données, et du coup vous avez plein d'artefacts, des trucs verts, gris, qui se déforment, qui recouvrent toute l'image et qui se déplacent bizarrement avec des paquets de pixels et des machins. C'est un encryptage dont on a perdu certaines données, et du coup la vidéo ne sait pas quoi renvoyer, donc elle renvoie un truc un peu bizarre. Et il utilise ce genre de vidéo, ce genre de rendu d'image pour cacher les trucs les plus explicites. C'est peut-être la seule nouveauté qu'il puisse y avoir vraiment par rapport à ce qu'il a fait dans ses anciens films. En dehors de ça, il y a vraiment rien de spécial à retenir de celui-ci. Passons à la suite. Numéro 5. Journal d'une femme de chambre. C'est pas spécialement que ce soit mauvais, parce que le scénario a rien de mauvais, et c'est pas mal réalisé, mal mis en scène, ni quoi que ce soit. C'est la direction d'acteur, et c'est les choix qui ont été faits, que je comprends pas et même que je rejette pour certains d'entre eux. La façon de gérer les ellipses, la façon de gérer l'avancée de l'histoire, ce qui se passe dans l'histoire, comment c'est montré, les personnages, comment ils sont joués en particulier, parce que là, au niveau du jeu d'acteur, je n'y arrive pas, mais alors pas du tout. J'ai encore la nana qui me revient en tête, c'est celle qui donne son anecdote à tout le monde là quand elles sont tout autour d'une table, et j'ai jamais entendu un truc aussi mal joué dans le cinéma français, presque. J'exagère, mais c'est vraiment très mauvais, entre guillemets. Et Léa Seydoux, qui déjà je trouve pas génial à la base, mais qu'en plus il y a des réalisateurs qui disent « Ah, j'aime bien son jeu, il a un côté un peu irréaliste, un peu machin. » Oui, il est mauvais. Faut que vous la poussiez, Léa Seydoux. Léa Seydoux, c'est pas une... Pour revenir une petite fois sur Léa Seydoux, c'est pas forcément une mauvaise actrice. C'est que les réalisateurs ne la poussent pas, et qu'elle va de plus en plus vers des films qui ne la poussent pas. Et des réalisateurs qui ne la poussent pas, elle fait des trucs, là elle commence à rentrer beaucoup dans le mainstream, les films américains et tout dans ce genre-là. C'est pas là-dedans qu'on va la pousser à se dépasser non plus. Dans les gros blockbusters et tout dans ce genre-là, c'est pas là où on a les plus grosses performances d'acteurs. Et avec les films français, elle prend tous les auteurs qui trouvent ça génial d'avoir quelqu'un qui joue mal, en disant c'est un jeu un peu différent, un peu machin, un peu ce qu'il y a avec Eva Green aussi par exemple. Elle peut être bonne, parce que dans Adèle, la vie d'Adèle, elle est très bonne, elle est très douée, et elle est totalement convaincante. Là vraiment c'est que ça va pas, et comme c'est le personnage principal du film, c'est encore pire que tout. Et il y a plein de scènes que je comprends pas dans ce truc, qui pour moi ne servent à rien, les façons de tourner, les choix de cadre et tout ça. Voilà, il y a rien que j'aime dans ce film, donc voilà. Passons à la suite, numéro 4. Romain Desbois, la véritable histoire. Alors, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans son vlog, et je l'ai réévoqué récemment quand on a parlé du cas les nouvelles aventures d'Aladin. Voilà l'exemple typique du film fait pour s'éclater entre potes, et en aucun cas pour l'intérêt du public ou du cinéma. Pour voir encore plus large que ça. Je sais même pas d'où leur est venue cette idée. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup regardé Robin des Bois, Prince des voleurs quand ils étaient petits, ils voulaient faire mieux. Bah c'est raté complètement. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle. C'est vraiment un niveau ado, très jeunes ados, pas encore ado presque, je dirais. Ça vole vraiment pas très haut. Et en même temps c'est pas spécifiquement destiné aux enfants. Il y a des enfants dans le film, mais c'est pas spécifiquement destiné aux enfants. Et le film n'a pas été spécialement vendu comme ça. Et c'est vraiment du film de potes où on en a rien à foutre de savoir si le rôle colle avec l'acteur ou quoi que ce soit. On a juste mis le mec le plus drôle à mettre dans le pote, même pas le mec le plus drôle. Le mec le plus drôle serait Aladin. Le pote, on a juste mis un pote dans un rôle. Donc là, fallait un rôle de mec, donc on prend nos mecs, on décide, tiens, on va Harry Baitan, va faire le leader des rebelles, et puis toi, tu vas faire machin, et puis machin. Et au final, ça n'a aucun sens, ça ressemble à rien. Tout le sketch qui tenait sur tout le film au niveau du script de Marianne qui devait être moche comme un cul, qui était censée avoir des prothèses, du maquillage, des machins. Au final, ils se sont dit, ouais, mais comme c'est le seul personnage féminin du film, on va peut-être la faire belle finalement. Tout le sketch, c'est qu'elle soit moche. Et ça devient pas plus drôle si elle est
belle en vrai, mais que le mec la trouve moche. Enfin, ça n'a plus rien de comique, ça perd tout l'impact du truc, ça perd tout son intérêt. Et ça montre encore une fois qu'il y a vraiment pas une volonté vraiment de faire rire, mais que la volonté c'est juste de trouver les sketchs les plus bateaux et basiques possibles et de tous les foutre et de pas vraiment les traiter, quoi. Je vais pas y rester trois plombes non plus. Voilà, pour moi c'est vraiment l'exemple typique du fric foutu en l'air dans le cinéma français. C'est ça, c'est ce genre de film là. Alors là, on arrive dans le trio de tête, et en gros, ce sont trois films que je qualifierais d'inutiles, de totalement inutiles, et ils sont classés par degré de je m'en foutisme du réalisateur, c'est-à-dire de celui qui a essayé de faire quelque chose à celui qui a le moins essayé de faire quelque chose. C'est un peu particulier. Allons-y. Numéro 3. Pixel, réalisé par Chris Columbus. Comment un film censé rendre hommage aux jeux vidéo et faire des clins d'œil aux années 80, ce qui n'est pas vraiment lié aux jeux vidéo d'ailleurs de base, on ne sait pas pourquoi le film est d'un seul coup parti sur les années 80, enfin, oui c'est né à ce moment-là, mais c'est pas pour autant que quand on parle de jeux vidéo on devrait parler des années 80, mais tout cela adapté à la sauce Adam Sandler, pour en faire un film d'Adam Sandler, aussi basique et mauvais que n'importe quel autre film. C'est un film d'Adam Sandler dans le jeu vidéo, et c'est quand même con, sachant qu'à la base ça devait être un film sur le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on en est venu à retourner le truc? C'est quand même assez aberrant. J'ai vu des gens s'extasier du fait que les Américains, eux au moins, avaient compris l'intérêt du court-métrage, enfin avaient vu l'intérêt dans Pixel, le court-métrage d'origine français. Non, manifestement ils l'ont pas vu le film qu'ils en ont foutu, ils ont vraiment juste trouvé un truc pour reprendre un thème comme ça basique du jeu vidéo. Et sans vraiment bien le faire, sans vraiment aller au bout, on note encore une fois le Pac-Man, qui est un jeu d'arcade. Et la plupart des jeux qui sont utilisés dans le film sont des jeux de borne d'arcade, dans lesquels les mecs utilisent des cheat codes. Qui vraiment l'aberration. Je veux dire, quand on connaît un minimum le jeu vidéo, l'arcade c'est le truc qui est censé te faire cracher ton pognon. Si on te met des cheat codes qui rendent le jeu plus simple, ça n'a aucun sens. Et les cheat codes c'est créé par le développeur, c'est pas un truc qu'on a inventé comme ça dans le jeu vidéo, appuyer sur des touches ça crée n'importe quoi. C'est un truc qui est fait pour les développeurs pour créer quelque chose de particulier. Des fois il y en a qui sont des vrais bugs, mais là c'est pas le cas. Et quand ça arrive à être un élément central de l'histoire et tout le bordel, enfin c'est vraiment totalement débile. Le personnage de Peter Dinklage ne servait absolument à rien, est complètement con, et encore une fois, avoir casté Peter Dinklage dans ce rôle-là n'avait aucun intérêt, c'est juste jouer sur la renommée d'un mec qui est dans Game of Thrones et qui marche bien. Comme ce qui avait été fait dans X-Men, par exemple, Days of Future Past. Donc voilà, enfin vraiment un espèce de gâchis total, qui aurait pu être intéressant, parce qu'au moins il y avait Chris Columbus à la caméra qui peut bien filmer et faire des trucs sympas, mais même ça donne vraiment pas grand chose, parce qu'au final le film est juste chiant et inintéressant, le scénario est totalement débile et ça n'a aucun intérêt. C'est un gâchis total de la licence Pixel, qui était donc ce court-métrage qui rendait hommage aux jeux vidéo de l'époque, et qui là est totalement étiré dans quelque chose qui ne sert à rien. On a mélangé des références des années 80 au-dessus parce qu'on n'avait pas assez sur le jeu vidéo, parce que les mecs qui ont écrit ce note devaient vraiment pas en connaître suffisamment sur le jeu vidéo pour en rajouter plus que ça. Donc voilà, un magnifique gâchis, une magnifique plantade. Numéro 2. Terminator Genesis. Comment peut-on réaliser une telle daube en partant d'une licence pareille? Avec tout ce qu'il y avait de possible à faire, avec toutes les possibilités, avec tous les choix, ils ont décidé non pas de reprendre l'idée d'une trilogie qui se passerait dans le futur, parce que le passé on l'a quand même un petit peu fait, mais de revenir encore une fois dans le futur, et ce faisant, de foutre en l'air tout ce qui avait été fait par les autres films. Même ceux que vous aimez bien, c'est-à-dire le 1 et le 2. Parce que soi-disant il est censé les respecter, mais il fout tout ça complètement en l'air. Et quand je disais que c'était classé par niveau de je m'en foutisme, le pire, c'est comment Alan Taylor a défendu son film. C'est-à-dire que quand le film est sorti, tout le monde a dit mais c'est quoi ce truc, ça n'a aucun sens, c'est complètement débile, le voyage dans le temps il est pas logique ni cohérent, puis il y a des espèces de trucs de nexus temporel et de machin, où il y a un personnage qui a les souvenirs de deux trucs en même temps, enfin, quel est le truc? Et Alan Taylor qui répond, oui, enfin en même temps, l'histoire de base de Terminator a toujours été un peu illogique, donc c'est pas ça l'important c'est de faire un film d'action. D'ailleurs, à un moment, notre personnage le dit dans le film, c'est pas important de ce qu'on dit, l'important c'est de faire de l'action. Alors, oui, peut-être que le principe de base du voyage dans le temps de Terminator est un peu étrange. On sait par exemple que, soi-disant, le métal ne peut pas revenir dans le temps, mais il suffit de remettre une couche de peau au-dessus, et le cyborg peut passer sans aucun souci. On pourrait peut-être faire des cyborgs avec d'autres matériaux, de ce genre-là, mais peu importe.
Pas le problème, effectivement, il y a un petit truc qui est pas cohérent à la base dans l'histoire de Terminator. Une boucle temporelle à la base est une aberration. C'est le principe de John qui renvoie son père dans le passé, etc. C'est à la base, c'est une aberration parce que à quel moment ça a commencé, à quel moment ça a terminé, à quel moment. Voilà, c'est tout le principe d'une boucle temporelle. Mais rajouter là-dedans et que ce soit au cœur en plus de l'intrigue, un nexus temporel qui fait qu'en gros, rien à foutre, on fait ce qu'on veut du moment qu'il y a de l'action et qu'on sauve le monde. C'est complètement débile. Parce que justement, Terminator, ça part d'un truc un peu con, mais après, ça te fait un putain de film. Alors, vous pensez ce que vous voulez du 3 et du 4, par exemple, mais même le 1 et le 2, à la base, c'est vrai que ce scénario, à la base, a une incohérence et ne devrait pas fonctionner, mais on arrive ensuite à en faire un truc qui est sérieux, qui se prend au sérieux, qui met des vrais enjeux, qui est cohérent et qui est intelligent et intéressant. Et là, non. Là, l'histoire est totalement débile. N'importe qui regardant le film peut voir c'est vraiment juste un prétexte, un simple prétexte, et quand on relance Terminator, qui est une grosse licence, dont on sait en plus que les autres films ont toujours eu un peu de mal à marcher, on fait gaffe à ce qu'on fait. C'est quand même la base du truc, c'est on fait attention à ce qu'on fait. On fait pas un film en faisant ça n'importe comment, en disant, de toute façon c'est pas grave, tant qu'on sauve le monde, c'est le principal. Bah non. Surtout quand tout le truc est le centre de l'histoire, quoi. Toute l'histoire est centrée sur le fait que le passé soit réécrit et qu'on rechange tout l'avenir. Mais alors, abandonner le principe d'aller dans le futur pour revenir dans le passé et créer cette espèce de début de trilogie nullissime, avec c'est plus Skynet, c'est Genesis. Et ça change quoi? Rien. On a juste changé le nom. Alors quel était l'intérêt? Pourquoi? Enfin, quel est l'intérêt aussi de décaler le lancement? Enfin, en quoi est-ce que c'est vraiment plus intelligent ou un peu plus intéressant ou plus machin? On avait justement un truc qui était audacieux à la fin du 3, de dire que le jugement dernier devait arriver forcément, etc. Donc là, encore revenir derrière et encore le réannuler, ça va encore plus loin dans le truc un peu farfelu. Et puis, le film montre qu'il s'est passé encore des choses avant, qu'il y a des choses qu'ils nous ont pas dit, mais de façon, extrêmement mal faite, tout le truc avec le père de Sarah Connor, etc. Et on sait pas à quel moment ça va servir, on sait pas à quel moment ça va revenir, on sait pas vraiment à quoi ça sert, le fait qu'avec Kyle, elle connecte avec le fait qu'il soit petit, machin, tout ça, c'est un film qui fonctionne uniquement sur ses incohérences. C'est un film incohérent qui fonctionne sur ses incohérences. C'est aberrant, je comprends pas comment on a pu arriver à un truc pareil, et vraiment Alan Taylor qui fait oui mais on s'en fout, effectivement ça a toujours été con. Je dis bah non, tu respectes pas ton matériau d'origine si tu penses comme ça, et non, le but c'était pas juste de faire un truc con, c'est de faire n'importe quoi du moment qu'à la fin le Terminator a sauvé le monde. Il y a des trucs techniques, des trucs techniques. Oui, des trucs techniques tout base, aberrants quoi. Un modèle de Terminator qui tombe dans du métal liquide, et du coup le métal liquide se met au-dessus du Terminator. Donc, la puce qui est dans le Terminator, c'est déjà comment utiliser du métal liquide, qui est donc un produit de technologie plus avancé que celui qui a créé la puce qu'il a dans le cerveau, le Terminator. Elle peut se mettre à jour toute seule pour gérer ce truc-là. Et en plus, ce métal liquide, qui à la base devait être un truc qui était fait simplement pour créer un Terminator, pourquoi il y a des poils partout, maintenant devient un truc symbiotique qui est utilisé avec le reste. Et tant qu'à faire ça, autant conserver la TX de Terminator 3. Je veux dire, peu importe ce qu'on pense. C'est ça qui m'énerve. Maintenant, quand les gens aiment, quand le grand public, et quand l'avis sur Internet, parce que c'est pas l'avis général d'ailleurs, mais quand l'avis sur Internet dit que les gens ont pas aimé un truc, les producteurs maintenant font « Bon bah écoutez, on le prend pas en compte dans le scénario ». C'est déjà où sont vos couilles, et deuxièmement, c'est à vous de trouver un moyen du coup de faire ça de façon intelligente et intéressante. Donc on aurait pu utiliser ce principe du TX, mais ils ont voulu faire non pas un Terminator recouvert de métal liquide, mais un Terminator recouvert de nanomachines, donc un Terminator poussière en fait. Donc c'est juste, le film fait croire qu'il refait des trucs nouveaux, qu'il refait mieux que le 3 et le 4, et qui rend hommage au 1 et au 2, il ne fait rien de tout ça, il chie sur le 1 et le 2, il fait les mêmes choses que le 3 et le 4, parce que le principe du Terminator de Genesis, c'est le même principe que le TX de Terminator 4, de Terminator 3, et il reprend aussi des éléments de Terminator 4, et il reprend certains robots, certains designs, etc., donc vraiment du crachat à la gueule de tout le monde, aussi bien ceux qui ont bossé sur les films d'avant que ceux qui ont aimé les films d'avant, donc et que ce soit le 1, le 2 ou le 3, le 4, la saga complète, la série à la télé, tout le bordel, la série aussi d'ailleurs, ils piochent dedans, tout est mal fait, et maltraité et mal utilisé. Donc vraiment pour moi ça aurait pu être d'ailleurs le pire film de l'année, si je n'avais pas vu et rattrapé récemment celui qui arrive en première place de ce flop. Numéro 1. The Pyramid, réalisé par Grégory Levasseur.
Ce film me gonfle tellement que c'est au moins la 10e fois que je suis en train de reprendre ce vlog. Je sais même plus dans quel sens aborder les problèmes, tellement ils sont tous intimement liés. Si vous vous souvenez peut-être d'un des premiers Pourquoi j'ai un ordinateur que j'avais fait, c'était épisode 50. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est du fan footage fait avec les pieds, et non pas avec une caméra à la main. Et le pire de tout, j'avais dit que je classais là ce flop 10 dans l'ordre de je m'en foutisme du réalisateur pour les 3 premiers. Grégory Levasseur se fout complètement de ce qu'il a fait dans ce film. Grégory Levasseur, c'est un assistant réalisateur à la base, assistant réalisateur d'Alexandre Aja, et Alexandre Aja lui a permis de réaliser son premier film, qui était donc The Pyramid. Un script que Grégory Levasseur avait lu, et qui était écrit à la base pour faire du fan footage. Et Grégory Levasseur a décidé qu'il aimait pas le fan footage. Ça, c'est son choix, très bien. Mais du coup, ne fais pas de film fan footage. C'est ça vraiment le truc totalement stupide du scénario, c'est que si ton film est écrit pour faire du fan footage, que tu veux en retirer le côté fan footage, retire le fan footage. Si tu veux que ce soit juste des gens qui descendent dans une cave, dans une pyramide, avec des GoPros sur l'œil et des trucs dans ce genre-là, fais un film traditionnel et filme-les comme ça, de dos, de loin, et de temps en temps, quand ça a un intérêt dans la mise en scène, tu passes dans la caméra, dans le fan footage, dans la caméra GoPro, dans la caméra qu'ils ont à la main, pour montrer ce que eux voient et créer une scène de tension avec leur truc à eux. Mais là, en gros, c'est pas du fan footage mélangé à un film traditionnel, c'est un fan footage feignant. C'est un fan footage qui, des fois, décide de faire des plans extérieurs parce qu'il en a envie, parce que il a envie de filmer, par exemple, il y a tout un plan avec un petit robot, et ben il a envie de filmer de dos le robot qui avance, le robot qui est tout seul dans une pyramide, dans un film fan footage. Il y a une caméra derrière qui est en train de le filmer, en train d'avancer. Qui filme ces images, pourquoi elles sont là, comment elles sont là, pourquoi ça n'a aucun sens. Pareil, il y a une image à un moment on parle d'une photo satellite, et pour montrer qu'on parle d'une photo satellite, on montre un satellite dans l'espace, qui est en train de voler, qui arrive vers la caméra, et qui d'un seul coup fait une photo de l'Égypte depuis l'espace. Ça n'est même pas utile, ça n'apporte même pas au truc, c'est même encore plus con que tout, parce que ces plans qui doivent être tournés de façon traditionnelle, rajoutent du temps de tournage. L'intérêt du fan footage, c'est que du coup les acteurs sont avec leur caméra, ils sont dans une pièce, et une fois qu'ils sont dans une pièce, bon, on a des trucs précis, des pièges à déclencher, des choses dans ce genre-là, et c'est eux qui peuvent se filmer eux-mêmes. Là du coup, il y a besoin de faire des mises en scène avec du matériel extérieur, c'est-à-dire avec d'autres éclairages, avec d'autres machins. Si on décide de pas faire du fan footage, on ne fait pas de fan footage tout court, c'est-à-dire par exemple, on met une introduction normale au film, on fait pas une introduction avec des panneaux de titres, des panneaux de texte qui disent une équipe a été envoyée en Égypte pour faire des trucs, on a récupéré leurs images, ou etc. Enfin c'est complètement aberrant. On met pas de musique au-dessus non plus. On met pas de bruit de jumpscares au-dessus, par exemple. Aussi. On peut le faire si c'est 50% traditionnel et 50% fan footage, mais là c'est 97% fan footage. Donc d'un seul coup, quand vous avez un plan à l'extérieur, ça se sort de nulle part. Quand vous avez de la musique, ça sort du principe du fan footage. C'est une aberration totale. Et alors le pire de tout, c'est comment Grégory Levasseur se justifie. Il dit, en fait, j'ai voulu me libérer du fan footage. Libérer du fan footage, t'as fait 97% de fan footage, mais t'as voulu t'en libérer. Parce que de toute façon, le spectateur, les 3/4 du temps, s'en fout. Ne remarque pas que effectivement la caméra elle est pas logique, qu'elle aurait pas dû être là, qu'elle aurait pas dû être machin, et que donc c'est pas grave, on peut le faire. Oubliant par là ce qu'est le rôle du réalisateur. C'est pour ça que je dis que ce mec est pas fait pour être un réalisateur. C'est ton rôle de réalisateur de challenger le spectateur. C'est à toi de lui proposer quelque chose que le spectateur n'a pas imaginé. C'est ça le principe d'un artiste et d'un réalisateur, c'est d'essayer de travailler ton imagination et de faire quelque chose qui pour toi est très compliqué à faire, parce que le fan footage c'est pas forcément le plus simple à faire non plus, hein. Il y a des fois des trucs qui sont très compliqués à faire. Mais du coup, c'est à toi de faire tout le boulot pour que, pour le spectateur, ça ait l'air tout à fait cohérent, tout à fait naturel, et que ça ait l'air d'être effectivement tourné avec une caméra à la main. Si c'est pas du fan footage, on peut commencer justement dans le monde réel et ne passer en fan footage que quand on rentre dans la pyramide, là où au moment où ça devient intéressant du coup de passer uniquement en caméra à la main et filmer le truc des personnages. Là au moins, ce sera du travail, ce sera une vraie interprétation du challenge du fan footage ou du traitement du fan footage, si on décide de ne pas le faire et de le mélanger à autre chose. Mais là, juste faire ça comme ça par-dessus la jambe, ça ne sert absolument à rien, c'est totalement stupide. Pareil, Levasseur nous dit oui, en même temps, c'est du fan footage, mais le film est en scope. Alors du fan footage en scope, ça devrait vous montrer que le truc est pas bon. Bah oui, justement, à toi aussi, ça devrait te le montrer. C'est quand même censé être toi qui fais ton choix de cadre et ton choix de format. Si tu veux faire du fan footage, fais du 16/9. Si tu ne veux pas faire du fan footage et que tu fais du scope, ne fais pas de fan footage. Ou alors mélange un petit peu de fan footage dans ton scope. À la limite, mets des images de fan footage 16/9 dans ton cadre en scope. Ça pourrait aussi avoir un truc en plus, un sentiment de réalisme en plus. Il y a plein de films qui l'ont fait en plus. Je veux dire, c'est la base du challenge, c'est la base du scénario. Et il a pas envie de le faire.
Et plutôt que de ne pas le faire du tout, de proposer une réécriture complète, de refaire le truc pour que ce ne soit plus du fan footage, il fait du fan footage, mais de temps en temps il se dit bon, je vais tourner autre chose avec une caméra normale. Et voilà comment on arrive en première place de mon flop, c'est vraiment en n'ayant aucune considération pour ses propres enjeux et ses propres dilemmes. Même chose au niveau des réalisations, faire ça n'importe comment, ils sont dans une pyramide qui est profondément enfouie sous terre, dans laquelle normalement il n'y a aucune lumière qui passe. Dans presque tous les couloirs, il y a une petite source pour dessiner de la lumière en silhouette, en machin. Il y a toujours une source de lumière quelque part dans le couloir. Ils arrivent toujours à avoir quelque chose, ce qui n'a rien de logique. Pareil, quand ils avancent dans des couloirs et qu'ils ont des écrans qui leur projettent de la lumière sur la gueule, ils devraient être plus visibles que n'importe quoi dans la pyramide. Mais ça leur sert jamais. À certains moments du film, ils disent merde, on sait pas où il faut aller, on va regarder les images. Mais la toute première fois qu'ils sont perdus, ça leur viendra jamais à l'esprit. Les personnages sont très très mal écrits aussi, des archétypes, t'as vraiment des clichés et des trucs complètement unidimensionnels, des personnages lisses qui n'ont rien d'intéressant, qui n'ont aucune personnalité. Je veux dire, c'est le plus basique. C'est la fifi à son papa, le papa qui aime pas le copain qui est un gros geek qui est forcément un peu lourd, donc comme ça rajoute encore des tensions. Enfin, des trucs comme ça qui sont très basiques. Et les deux journalistes, par exemple, sont pas du tout expliqués. Ce qui fait qu'à un moment, comme ça, on a une scène où on a des personnages qui regardent, qui font « Ah, il y a un puits, on pourrait peut-être sortir par là », et la journaliste débarque et fait « Ah, ben moi je fais de l'escalade, je vais monter ». Ça fait partie des choses qui auraient pu être intéressantes qui pourraient être intéressantes de parler un peu plus tôt au début. On aurait pu commencer avec la nana qui fait de l'escalade pour rejoindre un lieu ou un truc dans ce genre-là, filmer avec une caméra en extérieur, comme ça on n'a pas besoin de faire du fan footage, ou justement commencer avec du fan footage comme ça et la récupérer quand elle arrive en haut avec une caméra normale et sortir du fan footage à ce moment-là. Vraiment traiter la sortie du fan footage et non pas le faire comme ça. Mais donc là elle arrive d'un seul coup et elle fait « Bah oui, moi je sais escalader, donc je vais monter ça en rappel là ». Ah bon? Bah ouais, d'accord, si tu veux. Entre les personnages, il y a autre chose qui sort un peu de n'importe où, c'est que d'un seul coup, des fois, les personnages changent de comportement. Alors, il y a plus ou moins un prétexte qui explique qu'il y a une espèce de gaz dans la pyramide qui rendrait les gens agressifs, ou qui rendrait tout ce qui vit dedans agressif, et que ça commencerait à agir petit à petit. Là, le problème, c'est que d'un seul coup, en un cut, on a une scène qui se passe même pas à plusieurs secondes d'intervalle, c'est juste des personnages qui se quittent dans une pièce et qui se rejoignent juste après. Enfin, c'est un truc très con. Et les personnages débarquent et sont d'un seul coup extrêmement agressifs, ne veulent pas répondre à certaines questions ou font exprès de retenir certaines informations, des trucs dans ce genre-là, pour créer du conflit presque. On a des scènes complètement forcées d'engueulade où d'un seul coup, le personnage change totalement de personnalité et devient quelque chose qui crée une engueulade, qui crée de la tension, qui crée un personnage qui décide d'escalader une cheminée pour machin et d'un seul coup a du courage, mais vraiment des trucs comme ça où des personnages ont des réactions vraiment pas cohérentes. Et puis tout connement, c'est quand même bête, hein, mais à la base c'est censé être un film d'horreur, en fan footage, ça ne fait pas peur. C'est tellement débile, c'est tellement grotesque, grossier, on est tellement loin de tout ce qui se passe que ça peut jamais, à aucun moment fonctionner. Enfin, le film fonctionne uniquement sur des jumpscares. Il met de la musique pour instaurer des ambiances qui font peur. Ils font du coup des jumpscares sonores. Vous savez, c'est le jumpscare, c'est pas juste mettre un truc à l'image, c'est faire un truc avec quand ça hurle en plus, quoi. Et ils utilisent ça à tire-larigot dans le film. Ils refont 36 fois le coup de la bestiole qui passe très vite devant la caméra ou dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, le truc va dans tous les sens. Ah, c'est aucune inspiration, enfin aucune originalité à ce niveau-là non plus, et quand on sait ce que sont ces créatures, en plus, au bout d'un moment, c'est une accumulation de clichés mal faits, et pas de respect de ses enjeux de cinéma, pas de respect des conventions qui sont passées avec le spectateur, et le mec en a rien à foutre, parce que, de toute façon, les trois quarts des gens remarquent pas. Bah ouais, si le cinéma fallait fonctionner comme ça, on n'aurait jamais évolué, quoi. Voilà qui clôture ce flop 10 de l'année 2015. Pour ceux d'entre vous qui vont regarder la suite, le top 10, à tout de suite. Et pour les autres, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!